Est-ce que pour toi, l'extrême droite dirige un peu le narratif en France? Je m'explique. Tout à l'heure, tu parlais du voile. Par exemple, la semaine dernière, le lundi, on a la sphère Bolloré, on l'appelait comme ça, qui parlait du voile, et du coup, tous les médias d'extrême droite, CNews, TPMP, etc., ont fait un sujet. Oui. Et ça a été repris ensuite par France Télévisions, par BFM, etc. Est-ce que pour toi, c'est vraiment eux qui dirigent le ton en France? Et c'est réfléchi pour. Il faut vraiment mesurer que Vincent Bolloré, il l'a dit, il est ici pour mener un combat civilisationnel. Il l'a dit au directeur de Challenge. Il y a une méthode Bolloré. Bolloré, il essaie de maîtriser tous les canaux d'information, et la méthode, c'est toujours la même. Quand il veut faire monter un sujet, d'abord, il y a un sondage qui sort. Ce sondage, il sort de l'Institut CSA. L'Institut CSA est un institut de sondage qui est possédé par Vincent Bolloré. Ce sondage, il est ensuite repris par le JDD. Une fois qu'il est repris par le JDD, vous avez CNews qui dit, le journal, le JDD est en train de parler du sondage du CSA. Ils sont des passes, il est en train de dire ça. C'est ouf. Et ensuite, tu as CNews qui diffuse des extraits. Ouais. Ces extraits, ensuite, ils sont relayés sur les réseaux sociaux. Et ces réseaux sociaux sont infestés de bots. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, notamment Twitter, sont infestés de bots. Et c'est vraiment, je vous invite vraiment à re-regarder l'extrait qu'il y a eu sur Priska Thévenot, qui était rentré de son voyage en Israël et qui avait été menacé. Je lui souhaite pas d'être menacé. Nous le sommes quotidiennement, et j'aimerais bien la même indignation. Et dans cette interview, le journaliste de CNews, il dit, Madame Thévenot, est-ce que quelqu'un d'autre a parlé de ce qui vous est arrivé? Et Thévenot, elle est là en mode, non, vous êtes les premiers à m'en parler. Et eux, ils sont là en mode, vous voyez, il n'y a que CNews qui en parle. Et sur les réseaux sociaux, les bots de l'extrême droite, ils font monter le sondage CSA, l'article du JDD et le truc de CNews, et ils disent, mais pourquoi est-ce que BFM TV et le service public n'en parlent pas? Et c'est là où tu as des digues qui cèdent. C'est qu'après, tu as BFM TV, Radio France, tout le monde se met en parler. C'est une stratégie réfléchie, c'est une stratégie délibérée. Et je vous invite vraiment à lire le livre qui s'appelle Les Irresponsables, qui a été fait par Chapoutot, qui en gros retrace l'accession au pouvoir des nazis. Et ce livre, il est passionnant autant qu'il est terrifiant. La situation dans laquelle nous sommes en France est à vraiment 90% exactement la même que la situation dans laquelle se trouvait l'Allemagne dans les années 30. Il y a un passage dans ce bouquin qui m'a beaucoup marqué. Là-bas, à l'époque, ils avaient leur Vincent Bolloré à eux. C'était Hugenberg. Lui, il a fini ministre des Finances du Reich. Et en gros, ce type, c'était un oligarque qui possédait énormément de médias. Et lui, il disait, moi, je suis monarchiste, fasciste. Et c'est un assistant à lui qui expliquait ça. Il disait, nous, on est contre la démocratie parce qu'on ne croit pas en la démocratie. Parce que nous, on possède tous les journaux. Donc, si jamais on prend nos journaux, on répète une information en boucle pendant 2-3 ans, et à la fin, les gens ils seront influencés, et c'est la preuve que le libre arbitre n'existe pas. Et parce que le libre arbitre n'existe pas, la démocratie n'existe pas, donc il faut le fascisme. Ils le disent vraiment comme ça. Et la stratégie de Vincent Bolloré aujourd'hui, c'est pendant 2-3 ans de labourer, et à la fin d'essayer d'influencer sur le libre arbitre. Comment faire pour imposer ces idées dans une société où presque tous les médias sont anti-LFI? Par exemple, tu parlais du réchauffement climatique. Comment on impose ce sujet-là sur la table médiatique? C'est compliqué. Nous, comment est-ce qu'on fait? Déjà, premièrement, on va dans les espaces médiatiques. Par exemple, il y a des questions qui se posent sur le boycott des médias Bolloré. Moi, je pense qu'il faut continuer d'y aller parce qu'il faut rentrer à l'intérieur et les rendre fous, premièrement. Deuxièmement, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un indispensable pour nous parce que c'est le seul endroit où on peut s'exprimer un peu librement. Et ensuite, troisièmement, c'est dans les luttes. Parce que la vérité, c'est que la France insoumise, elle ne réussira pas à appliquer son programme uniquement en gagnant les élections. Au moment où on va prendre le pouvoir, on va avoir besoin que le peuple français, il se bouge, il se rassemble, il fasse quelque chose. Donc c'est le sens de ce qu'on veut faire avec l'Assemblée constituante, où tu réunis une assemblée citoyenne de citoyens jamais élus, accompagnés de constitutionnalistes, une nouvelle constitution. Quand il y aura la bataille pour la réindustrialisation, mais il y a intérêt qu'il y ait des grèves. Nous, on veut qu'il y ait des... Moi, j'espère bien que le jour où on prendra le pouvoir, on aura les jeunes qui iront manifester en disant vous avez intérêt à mettre en place le programme. C'est le jour où on gagne, je veux que les jeunes manifestent contre nous. Parce qu'on a besoin de ce bouillonnement pour changer les choses. C'est vrai que moi, sur mes streams, je parle beaucoup de ces fameux SMIC à 1600 €. Où on attend toujours ce SMIC. Et c'est une vanne, c'est devenu une vanne maintenant sur Internet parce qu'on attend toujours. Mais il suffit que d'un papier, quoi. C'est ça. Et c'est pour ça, parce qu'il faut comprendre ce qui s'est passé au moment où on a réussi à gagner les élections législatives. En gros, et je crois que c'était Le Monde qui avait raconté ce passage, où en gros Macron, il voit qu'il est dans une mauvaise situation parce qu'on est arrivé en tête. Il se dit je suis pas un démocrate, mais quand même, il faut que je fasse quelque chose. Il peut pas nommer Lucie Castet. Pourquoi? Parce qu'il sait que si jamais il nomme Lucie Castet, elle arrive, SMIC 1600 €, reconnaissance de l'État de Palestine, abrogation de la réforme des retraites. On signe des décrets. T'imagines les Françaises et les Français le matin qui se lèvent, qui allument leur télévision, waouh,
Pour la première fois, la politique m'a apporté une bonne nouvelle. Et 3 jours plus tard, ces gens, ensuite, ils vont essayer d'aller censurer Lucie Casté. Donc il peut pas le faire parce qu'il a trop peur des décrets. Parce qu'il sait très bien qu'à la fin, on tombera pas sur une censure. Donc du coup, il s'était dit, faut que je trouve un équilibre. Il avait songé à nommer Bernard Cazeneuve. Sauf qu'au moment où il songe à nommer Bernard Cazeneuve, il y a Bernard Arnault qui l'appelle et qui lui dit, même Bernard Cazeneuve, c'est trop. Ah oui, on l'aurait censuré. C'est vrai ça. Bien sûr. Le truc de Bernard Arnault. Même là, il lui dit c'est trop. Et c'est pour ça que tu te retrouves dans une situation aberrante où la gauche arrive en tête et tu te retrouves avec Michel Barnier. Mais pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on n'est pas dans une démocratie. C'est chaud de dire ça, non ? Non, c'est pas chaud de dire ça. Moi, je l'assume. Il y a des gens qui vont me dire, tu peux pas dire qu'on n'est pas dans une démocratie. Va voir ce que c'est en Russie, va voir ce que c'est en Corée du Nord. Vous voyez à quoi est-ce que vous comparez la France ? La République française, vous la comparez à la Russie, à la Corée du Nord pour vous tester ? On est la République française, on a une haute estime de nous. Donc en République française, c'est le peuple qui a le pouvoir. Quand le peuple il veut pas de la réforme des retraites, alors le peuple il n'a pas la réforme des retraites. Quand le peuple il veut un gouvernement de gauche, alors le peuple il a un gouvernement de gauche. Et le peuple il veut pas avoir 9 milliardaires qui possèdent 90% des médias et qui mettent à l'ordre du jour des sujets qui sont faits pour diviser les Français. On n'a pas une véritable démocratie à partir du moment où la souveraineté du peuple n'est pas respectée quand il vote, à partir du moment où le peuple n'a pas le contrôle sur l'information sur laquelle il se base pour pouvoir aller voter, sur laquelle, surtout, on n'a même plus vraiment la liberté de manifester. Et à toutes les personnes qui, pour dire si la France est une démocratie, regardez ce qui se passe en Iran, regardez ce qui se passe en Russie, regardez ce qui se passe en Corée du Nord, vous n'êtes pas des patriotes. Voilà, vous n'êtes pas des patriotes, parce que quand vous avez en estime votre pays, vous vous comparez à ce qui se fait mieux. Et quand on se compare à ce qui se fait de mieux, la France aujourd'hui n'est pas la démocratie à laquelle elle aspire être. Et la 6ème République va résoudre le problème. Tu parlais de l'âge de la retraite, 62 ans, c'est enterré là, j'ai vu ça. Le conclave, le fameux conclave. Ça c'était génial, et pour le coup on n'en a pas assez parlé, mais on a quand même le Parti Socialiste qui dit... Ils se sont fait douiller au final. Mais c'est pas le Parti Socialiste qui s'est fait douiller, ça change rien à leur vie, c'est les Françaises et les Français. Ouais, c'est vrai aussi, c'est vrai. Par rapport à la promesse de Bayrou, etc. Faut mesurer ce qui s'est passé. Au moment où on arrive en tête des élections, et au moment où ils décident de nommer M. Barnier, à partir de ce moment-là, il fallait constamment être sur la ligne de front il y a une ligne rouge qu'on ne dépasse pas, on ne joue pas avec la démocratie et on respecte le vote des Français. Barnier, il a été censuré, tant mieux. Et ensuite arrive Bayrou. Pourquoi est-ce que le PS a changé de ligne ? Pourquoi est-ce que le PS a changé de ligne ? Ils disent, Olivier Faure, je l'ai entendu dire, on a un accord écrit avec Bayrou. Je veux voir cet accord écrit. Il y a des insoumis et des insoumises qui ont voté pour vous. On veut voir cet accord écrit. Et pour le coup, dans cet accord écrit, j'espère que vous avez mis le retour à la retraite à 62 ans. J'espère que vous avez poussé vers les 60 ans, comme c'est marqué dans le programme sur lequel vous avez été élu. Mais là, la preuve en est que vous vous êtes fait enfler. Alors maintenant, pourquoi il est temps de censurer ce gouvernement ? Parce que surtout, pendant que ce gouvernement y reste, l'inflation ça continue, l'école continue de se péter la gueule, l'hôpital public j'en parle même pas, le dérèglement climatique on n'avance pas, et aujourd'hui on a un monsieur Retailleau qui cherche à être plus d'extrême droite que l'extrême droite elle-même. Il y a toutes les raisons du monde qui poussent à censurer. Alors là maintenant le Parti Socialiste on leur dit, ou vous revenez à la gauche, ou sinon vous allez faire vos tambouilles avec Macron. Mais là pour le coup vous n'avez plus aucune excuse qui justifie le fait de ne pas respecter la parole que vous avez donnée à vos électeurs, qui est celle que vous ferez tout pour appliquer le programme sur lequel vous avez été élu. Est-ce que Lucie Casté c'est toujours votre choix ou... Ça fait longtemps que je l'ai plus vu. Actuellement bien, nous ce qu'on a dit c'est qu'on veut Lucie Casté première ministre. Si jamais on se retrouve à avoir une nouvelle censure et elle va tomber bientôt, nous on continue de proposer Lucie Casté première ministre. Mais pour le coup, le PS c'est toujours son cas on sait pas. Le PS, il veut même pas censurer pour essayer d'avoir Lucie Casté première ministre, une chose après l'autre, et la première, ils sont pas capables de la faire. Après, le deuxième sujet, c'est qu'en réalité, Macron, il l'a déjà dit, il nommera pas Lucie Casté. Alors maintenant, si jamais on se retrouve à avoir un président de la République qui dit, il avait dit au Conseil constitutionnel, il est de mon devoir de tenir compte du résultat des élections. Non, tu dois pas tenir compte des résultats des élections. Tu appliques le résultat des élections. Tu es le serviteur du peuple français. Donc, quand on a un président de la République qui est dans cette posture, si on est démocrate, si on est républicain, on le destitue. Donc, si on veut aller jusqu'au bout de la chose, si on n'a pas Lucie Casté première ministre, alors on destitue Macron. Mais alors là, malheureusement, pour le coup, faut aller interroger le Parti Socialiste sur le sujet, parce que c'est incompréhensible. C'est quoi ça date de quand ton dernier SMS avec un membre du Parti Socialiste avec qui en plus? Est-ce que tu peux nous dire ou pas? J'avais proposé, le dernier SMS. Alors pour le coup, moi je parle pas beaucoup au sauce, mais un jour j'avais proposé, et je le referai pas au vu de la posture dans laquelle il est, on pourrait en faire un débat, mais au début j'avais proposé à Olivier Faure de faire un
un meeting Fort Boyard. Ah ouais. Alors du coup, là, on pourrait faire un meeting ensemble afin qu'il puisse exprimer ses positions. Ouais. J'adorerais, mais voilà, c'était ma dernière interaction. Ah, ça date de quand ça? Je vais refaire la vanne dans les couloirs il n'y a pas longtemps. Les jeunes s'informent de moins en moins via les médias classiques. Ouais. Tu peux leur conseiller quoi comme médias, à part moi, mais genre même dans la presse écrite, ou même à la télé, peut-être à la télé, il y a peut-être une chaîne. La chaîne parlementaire de temps en temps, Arte font des trucs sympas, et lisez Le Monde diplomatique. Vraiment, le Monde diplomatique, génial. C'est quoi, c'est de la presse écrite ou c'est presse écrite, ça sort tous les mois. Incroyable, mais vraiment pour moi top 1 meilleur journal, vraiment. Et après ensuite, après t'as des revues qui sont intéressantes aussi, et après ensuite j'aime bien moi le fait que on dit les jeunes ils s'intéressent de moins en moins aux médias classiques, mais c'est pas du tout la preuve d'une dépolitisation, au contraire. À l'époque, les jeunes ils cherchent ailleurs quoi. C'est que déjà de base il y en avait beaucoup qui cherchaient pas, et en fait aujourd'hui, mais même quand tu veux pas suivre l'actualité, elle s'offre à toi, et c'est tout un débat sur pourquoi est-ce que les jeunes ils votent pas. C'est quand même un gros sujet. En sortant de l'école à 18 ans, il y en a plein qui votent pas. Alors j'ai creusé le truc, et en fait déjà premièrement, l'éducation morale et civique à l'école, elle est escalée. C'est impressionnant qu'aujourd'hui tu sortes de l'école, tu saches pas c'est quoi les compétences du président de la République, les compétences d'une région, les différentes branches de la sécurité sociale, comment marche le système de retraite, ou comment sont répartis les impôts. On nous apprend pas ça à l'école. On nous apprend pas que les différentes tranches d'impôts et compagnie. Donc premièrement, tu veux qu'on apprenne ça à l'école? Moi je pense que c'est... Moi j'avais instruction civique à l'époque, c'est vrai qu'on n'a pas le même âge, et je crois que c'était 2 heures par semaine. Je crois. Premièrement, je trouve que ce serait une question d'égalité, parce que pour le coup, non mais déjà, si on veut que les procédures administratives fonctionnent, il faut. T'as un moment génial où tu es en train de former le peuple, parce que chaque génération il y a un nouveau peuple. T'es en train de former le peuple. Déjà, si jamais t'apprenais aux Françaises et aux Français quels sont leurs droits, t'aurais déjà beaucoup moins de recours, de non-recours. Donc déjà, ça c'est un premier sujet. Mais surtout le deuxième, c'est qu'il y a plein de gens qui n'ont pas conscience de ce qu'est la politique et de ce qu'est la politique française. Je donne un exemple. Les cotisations sociales. Les cotisations sociales, elles sont faites pour le système de sécurité sociale. Si jamais on apprenait aux gens que la sécurité sociale, elle avait été organisée par les travailleuses, par les travailleurs, qu'à l'époque l'Assemblée nationale ne votait pas la sécurité sociale, que les patrons ils se retrouvaient en difficulté dans ce mode d'organisation, et que c'était vraiment les travailleuses et les travailleurs qui organisaient la sécu, et qui voyaient ce que c'était aujourd'hui, les gens ils voteraient différemment, et ils auraient un autre rapport aux cotisations sociales. Si on leur expliquait qu'aujourd'hui tu as 5 tranches d'impôts, en fait les gens ils comprendraient que c'est peut-être plus intéressant d'avoir 14 tranches d'impôts. Tu vois, premièrement c'est intéressant pour ta vie de tous les jours, mais c'est intéressant aussi pour te forger une opinion politique. Moi j'aimerais une école qui forme des citoyennes, qui forme des citoyens. Et au moment de la dernière présidentielle, j'ai une amie à moi qui s'appelle Jenny, avec qui j'avais eu une grande discussion sur le vote à la présidentielle, et elle me disait moi je vote pas. Et je fais mais pourquoi tu votes pas, Jenny? Elle me fait parce que moi la politique tu sais j'y connais rien. Sauf que moi Jenny je la connais. Jenny je vois qu'elle partage des stories féministes, elle parle un peu, il y a des trucs qui choquent, par exemple sur les ultra riches, et je lui dis mais attends, t'as une opinion par exemple sur ça. T'as une opinion sur ça? Elle dit ah non mais sur ça j'ai un avis, mais moi j'y connais rien à la politique. Et je lui dis ah en fait c'est pas que tu connais rien à la politique, t'as un avis politique, c'est que tu ne connais pas les institutions, et c'est pas la même chose. Et donc du coup en expliquant les différentes institutions, l'histoire des courants politiques et compagnie, là ça vote. Et en fait le problème des jeunes, c'est pas qu'ils sont désintéressés à la politique. Les jeunes, on est constamment sur un smartphone qui nous bombarde d'actualités et d'informations qui font qu'on sait tout ce qui se passe dans le monde. Mais par contre les jeunes, ils sont connectés à la politique, pas aux institutions. Et si tu veux reconnecter les jeunes à la politique, il faut les reconnecter aux institutions. Donc il ne faut pas se tromper de mots. Et alors ça, aujourd'hui, ils sont incapables de le comprendre pour ceux qui dirigent l'éducation nationale. De toute façon, c'est Borne, elle a dit elle-même qu'elle n'y connaît rien. C'est vrai que ça, c'était quand ça? C'était le jour de sa succession, enfin la passation de pouvoir. C'est vrai, elle avait dit ça. Elle n'y connaissait pas grand-chose. J'avais oublié qu'Elisabeth Borne était encore au gouvernement. Oh mon Dieu. C'est lunaire. Et puis pour le coup, Borne, elle avait fait une promesse, j'en veux, elle avait fait une promesse devant le Sénat. Elle avait dit qu'elle lancerait une consultation sur la question des emplois du temps scolaire. On en a très peu parlé, mais il y a eu un grand mouvement sur TikTok. Oui, il y a un TikToker qui avait fait ça. Sur le 8h, 13h. Et en gros, c'était une revendication pour dire que les emplois du temps des collégiens et des lycéens étaient surchargés, que c'était pédagogiquement complètement idiot, et qu'en plus de ça, ça avait des grosses conséquences sur leur santé mentale. J'avais lancé du coup une grande consultation sur TikTok, où j'avais demandé comment est-ce que vous vous sentez, et j'ai plus les chiffres exacts, mais je crois que c'était les 3/4 des jeunes qui disaient se sentir mal dans leur rapport à leur santé mentale. Et Borne, elle avait dit
dit je vais lancer cette consultation et j'ai toujours rien. Donc ça c'est de toute façon en fait ce gouvernement il est là pour ne rien faire. Non mais vraiment, ce gouvernement il est là pour faire passer des textes, des lois qui font plaisir au Rassemblement national pour ne pas que le RN les censure. Il est là pour essayer de faire en sorte que rien ne change en attendant la prochaine présidentielle. Bayrou ne sert qu'à ça. Et le problème c'est qu'il est tellement nul qu'il va réussir à tomber tout seul. Demain on a une marche, on a la marche contre l'extrême droite et ses relais et aussi contre le racisme. Est-ce que pour toi le gouvernement Bayrou, il mène une politique raciste? Oui. Le mot est fort quand même. Oui, non mais ça assume, oui. Mais parce que pour le coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui structure le débat politique? Ce qui structure le débat politique, c'est la propagande raciste qui est lancée par Vincent Bolloré. Quand vous avez par exemple Bayrou qui cède sur la question de l'interdiction du voile dans les compétitions sportives, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant d'obsession sur les musulmans? Enfin, pour le coup, il y a un éléphant au milieu de la pièce du débat public français, qui est la question de l'islamophobie. Qu'est-ce qui justifie qu'une religion occupe à ce point les débats politiques, les débats médiatiques? Qu'est-ce qui justifie qu'on parle autant d'immigration, mais c'est pas de l'immigration ukrainienne dont on parle, c'est pas de l'immigration allemande, c'est l'immigration noire et arabe. Et à un moment, il faut poser les mots. Comment ça se fait qu'on parle autant en mal des quartiers populaires, qu'on en parle autant avec les préjugés racistes et néocoloniaux qu'ils utilisent à longueur de journée? Donc oui, aujourd'hui, il y a un débat politique qui est structuré sur une question ethnique, parce que ces gens, ils ont une vision du peuple qui est ethnique, ce qui est profondément anti-républicain. La République, c'est liberté, égalité, fraternité, quelle que soit ta religion, ta couleur de peau, ton origine ou ton genre. À partir du moment où tu es d'accord avec la devise républicaine et que tu fais vivre ce peuple, alors oui, tu peux faire partie de la France. Mais on a des gens qui ont une autre vision. Et pour le coup, celui qui cristallise ça, c'est Retailleau. Et pour le coup, moi, il y a quelque chose qui m'a effaré. Sur Backseat, il y a la porte-parole du gouvernement. Ah, j'ai vu le passage. Porte-parole du gouvernement, où elle répond « Ah, pourquoi est-ce que vous êtes avec Retailleau ?» Et elle répond « Mais Retailleau, ce n'est pas le Rassemblement national. Économiquement, nous n'avons que des désaccords. C'est ça ton désaccord avec le Rassemblement national ?» Non, il n'y a pas un autre problème. Donc pour ces gens, se distinguer du RN, c'est se distinguer uniquement sur les questions économiques. Et là, c'est intéressant de voir ce qui se passe à l'échelle du monde, parce qu'il y a une nouvelle extrême droite qui est en train d'émerger. Cette nouvelle extrême droite, c'est une extrême droite ouvertement raciste, ouvertement islamophobe, qui parle d'un conflit civilisationnel contre les musulmans. Et ça, c'est le choc des civilisations d'Huntington. Et ensuite, elle est profondément libérale et libertarienne. C'est-à-dire, c'est la ligne Elon Musk, c'est la ligne Milley. Et aujourd'hui, vous regardez par exemple Jordan Bardella. Jordan Bardella, il a dit qu'il était pour la capitalisation dans le système de retraite. Donc, et du coup, se pose la question, que va faire l'oligarchie à ce moment-là? En France, on a un mouvement de gauche radicale qui est face à des libéraux qui sont en train de s'effondrer et une extrême droite qui se propose en alternative. C'est pour ça qu'il y a toute l'oligarchie qui soutient le Rassemblement national. Et ça s'est vu qu'au moment des dernières élections législatives, une semaine avant les élections, mais Bardella il jetait tout par-dessus bord. Abroger la réforme des retraites, attendez, on va voir. Blocage des prix de première nécessité, oula, certainement pas. Augmentation des salaires, bon quand même, non, on n'est pas pour. C'est à partir du moment où ils pensaient qu'ils allaient prendre le pouvoir, ils étaient tout nus. Ils se sont totalement vendus aux milliardaires. Et c'est pour ça que les milliardaires les soutiennent. Mais pour toi, genre, c'est quoi les dangers concrets qu'on voit aujourd'hui en France en lien avec l'extrême droite? Les dangers. Le premier danger, c'est déjà premièrement, il y a un danger sur ce qu'ils veulent faire. Par exemple, regardez leur politique par rapport aux personnes immigrées. Eux, ils disent on va trouver toutes les personnes immigrées possibles, imaginables, et on va les emmener, on va les mettre dans un avion de force et on va tous les jeter. Déjà premièrement, poser la question à un facho de combien est-ce que ça va coûter. Ça coûte 13 400 euros d'expulser une personne. Économiquement, ce truc est une aberration. Tu peux pas baisser les impôts et mener une politique de déportation de masse, premièrement. Et ensuite, il y a comment est-ce qu'ils vont appliquer ça? Par exemple, aujourd'hui, le contrôle aux faciès. Le contrôle aux faciès, aujourd'hui, c'est déjà un problème, mais ça va devenir encore plus. Par exemple, ils ont par exemple la présomption pour les policiers. C'est-à-dire, quand on a un policier qui tue un môme, eh ben on part du principe que c'est le policier qui a raison et charge de prouver le contraire. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, et je donne que ces exemples-là. Regardez, il y a autre chose
chose qui est très dangereuse, ce qu'ils veulent faire dans l'éducation nationale. Transformer l'éducation, c'est transformer la société. Ça forge les consciences d'un peuple, l'éducation. Ça, c'est vrai. Ils veulent que l'éducation nationale soit au service d'un roman national. Et ce roman national, il doit uniquement raconter une France fière, forte. J'ai vu ça. Bah, Zemmour, il est dans ça, lui. Il faut surtout pas faire ça. Heureusement qu'on nous apprend ce qu'a fait la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Heureusement qu'on nous apprend à peu près, parce que c'est pas très développé et c'est parce que la France n'a pas fait son inventaire colonial, mais heureusement qu'on nous explique qu'il y a eu une colonisation sans trop entrer dans les détails. Parce que on a besoin d'apprendre de ce qui a été fait dans l'histoire. On a besoin d'apprendre qui sont les adversaires. On a besoin d'apprendre ce qu'il ne faut pas reproduire. Et eux, ils sont contre ça. Donc, à la fois, et en plus, enfin, économiquement, faut pas croire, hein, parce qu'il y a des gens qui se disent, moi, je vais aller voter Rassemblement National. Je sais bien que ça va changer ma situation, mais au moins, il y aura pire que moi. Et donc, comme ça, je serai pas le dernier. Mais vous allez cracher du sang, vous aussi. Donc, le danger de l'extrême droite, je peux même pas non plus dire à quel point ça va aller loin, parce que eux-mêmes, je pense qu'ils testent constamment les limites de ce qu'ils peuvent faire. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le cadre du droit n'existera plus. Par exemple, qu'est-ce qui fait que le Rassemblement National se distingue profondément de tous les autres? Eux, ils veulent par exemple sortir de la Convention des droits de l'enfant. Ils veulent sortir de la Convention des droits de l'enfant, une convention internationale, parce qu'elle les empêche d'appliquer leur politique raciste contre les mômes. Eux, par exemple, ils veulent modifier un certain nombre de dispositions constitutionnelles, mais toujours sur un recul des libertés publiques. Et puis surtout, déjà, regardez ce qu'est l'état du débat public, regardez ce qu'est la répression contre les militants. Je peux donner l'exemple de ce qui a été fait aux Gilets jaunes, de ce qui est fait aux militants écologistes, de ce qui a été fait pendant la réforme des retraites, où quand tu étais un jeune avec une pancarte dans la rue, on t'arrêtait, on te mettait en garde à vue pendant 48 heures et on le faisait ressortir. Mais regardez ce qui s'est passé sur la Palestine. Et c'est là aussi où il faut voir la chose d'un point de vue international. L'impérialisme est plus fort que jamais. Ce que fait Donald Trump est un impérialisme. Et l'impérialisme, il va piller. Il va piller. Et il va piller tout ce qu'il peut piller. Et ce sera toujours sur les opprimés. Donc, à la fois, nous, en France, on va en avoir des conséquences directes. Mais pour ce qui va se passer dans le monde, et c'est là aussi où je veux quand même mettre une petite holla. Aujourd'hui, on voit que le droit international, mais même le droit tout court, n'a plus de valeur. Je vois ça. Trump, il s'assoit dessus, littéralement. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce droit international? L'Organisation des Nations Unies, tous ces traités internationaux, même l'Union Européenne, où j'ai beaucoup de critiques à en faire dessus. Pourquoi est-ce qu'on en a fait tout ça? Parce qu'on se disait, il ne faut pas reproduire ce qui a été fait pendant la Seconde Guerre mondiale et la Première Guerre mondiale. Et si on ne met pas du droit international, on va reproduire ce qui s'est passé à l'époque. Et le fait de jeter le droit international à la fenêtre, c'est ne retenir aucune leçon de l'histoire. Aujourd'hui, on est en train de voir quoi? On est en train de voir des pays rongés par l'inflation, des médias qui entretiennent une haine contre une religion en particulier, des États qui se réarment massivement et des impérialismes avec des pays qui se menacent. Et t'as de l'ingérence aussi. Des ingérences aussi, on a déjà vu ça dans l'histoire et ça va très mal finir. Et c'est pour ça que moi, en tout cas de ce que je crois que la prochaine élection présidentielle va être un moment où on va se confronter entre deux générations. Pas s'affronter, on va se confronter. Le vrai moment, c'est ce qui va se passer au second tour. C'est au second tour, quand il y aura la gauche radicale contre l'extrême droite, les parents et les enfants vont se regarder et ça va être le moment de se dire quel monde on choisit.